Il me fait plaisir de vous accueillir ce soir dans cette activité qui est rendue un rendez-vous annuel dans le cadre du Salon du Livre. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Sandra Lessureau. Je suis présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. Dans le cadre des Journées internationales de la francophonie, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie est heureuse de vous présenter à nouveau cette merveilleuse activité dédiée à la langue française. Depuis plus de 85 ans, la SSJB Mauricie contribue au développement de la Mauricie en réalisant sa mission et en posant des actions concrètes pour la valorisation de notre patrimoine national, pour promouvoir la souveraineté du Québec et, bien évidemment, pour protéger et valoriser la langue française. D'avoir cette activité organisée par la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. C'était le cas aussi l'année dernière. On avait eu une activité en ouverture de salon. Et on a la chance d'avoir cette année comme, je ne dirais pas conférencier, mais comme participant à ce qui devrait être un échange avec vous. On voulait que ce soit très interactif. On a la chance d'avoir Normand Baillargeon, qui, je vous le rappelle, est le président d'honneur de cette... Évidemment, puisqu'il s'agit d'une activité organisée par la Société Saint-Jean-Baptiste, on va s'intéresser de façon plus particulière à la langue française, à cet outil de débat. Normand a beaucoup écrit sur l'argumentation, sur la rhétorique, et j'aimerais ça l'entendre là-dessus. On va lui lancer certaines pistes de discussion, et par la suite, je vous céderai la parole. Je vous mentionne qu'il y a un micro où, bien sûr, on va prendre vos questions. On va parler de l'importance du poids des mots, du choix des mots, de l'impact des mots. Et pour lancer la discussion, je vais me référer à son petit manuel, son petit cours d'autodéfense intellectuelle qui a été publié déjà en 2007, traduit dans une dizaine de langues ou plus peut-être. Et c'est vraiment l'ouvrage qui a rendu Normand Baillargeon accessible au grand public, si je peux dire. Normand Baillargeon, pour développer l'esprit critique individuel, vous avez mis dans cet ouvrage certains outils à la disposition du lecteur, mais surtout, vous invitiez le lecteur à se méfier du langage. Et moi, je me suis intéressé à ce verbe, se méfier du langage, d'autant plus qu'entre 2007 et 2019, il y a quand même quelques années qui se sont écoulées, et il y a des réseaux sociaux qui sont apparus. Est-ce qu'à l'ère des échanges sur les réseaux sociaux, votre invitation à la méfiance par rapport au langage est la même, elle est différente, elle n'existe plus? C'est une très bonne question et je vous remercie pas de me l'avoir posée dans ce point. Mais c'est vraiment une bonne question. Laissez-moi dire un mot sur l'importance du langage. Le livre dont vous avez parlé s'ouvre sur les mots, le langage. Et c'est pas pour rien, parce que nous, les êtres humains, nous parlons. Comme la seule espèce qui parle, qui utilise ce qu'on appelle le langage. Cette chose-là est fantastique. Les travaux de Chomsky, que je cite souvent, ont montré que les enfants apprennent à parler très rapidement, quelques années, à 2-3 ans, ils savent parler, et la complexité de ce que ça demande est extraordinaire. Et pourtant, ils maîtrisent. On est fait pour parler. On était fait pour parler. Mais très tôt, les gens se sont rendus compte que le langage permettait d'accomplir plein de choses. Le langage permet de penser, permet de formuler des hypothèses, permet d'émouvoir. Cet après-midi, on avait une rencontre, on a parlé de poésie, on a cité un poème de Prévert. On peut émouvoir jusqu'aux larmes avec le langage. On peut faire toutes sortes de choses avec le langage. Et très vite, vous avez employé le mot qui me fait plaisir dans votre question. Vous avez dit la rhétorique. Alors très vite, moi je suis un philosophe, dans l'Antiquité, il y a des penseurs qui ont compris ça et qui ont fait une discipline de cet art du langage pour convaincre, pour expliquer les choses, pour développer des idées, pour préciser sa pensée. Mais il y a aussi à la même époque des gens qui se sont dit voilà une arme pour tromper les gens. Voilà une arme pour tromper les gens. Et on les appelait les sophistes. Et il y a de bonnes raisons de penser qu'ils ont des descendants aujourd'hui. La propagande utilise la sophistique, utilise ce détournement du sens des mots. Et votre question portait sur est-ce que ça a changé avec les nouveaux médias? Mais je pense que oui, on a des indices assez clairs. Vous êtes journaliste comme moi, vous savez comme moi que grâce aux nouveaux médias ou à cause des nouveaux médias, par exemple en ce moment, il y a une recrudescence des gens qui pensent que les vaccins causent des maladies et qu'il ne faut pas faire vacciner ses enfants. On n'aurait jamais cru ça possible il y a seulement 20 ans avant les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont persuadés que la Terre est plate.
Et les médias sociaux alimentent massivement ce genre de croyances-là. Il y a des gens qui sont conspirationnistes sur toutes sortes de choses. Et donc, je pense que l'invocation que je faisais à l'époque, de se méfier du langage, de faire attention au choix des mots, qui sont capables de faire une extraordinaire variété de choses, peuvent aussi nous tromper, peuvent aussi servir à nous tromper. Donc, je ne renie pas cette affirmation selon laquelle on devrait porter une grande attention au sens des mots, s'en méfier, être attentif à l'usage qu'on en fait, et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus que jamais important. On dit souvent que dans cette ère de communication sur les réseaux sociaux, les humains que nous sommes n'ont jamais autant argumenté, ne se sont jamais autant exprimés, mais le niveau de qualité argumentaire n'a pas toujours suivi non plus. Est-ce que c'est la même chose pour la qualité du langage? Est-ce qu'il y a un lien à faire avec entre guillemets, la pauvreté argumentaire et la pauvreté langagière? Je ne me suis pas intéressé à ça tout particulièrement, mais je me suis intéressé à la propagation des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Hein, j'ai écrit récemment un article sur le conformisme, le néo-conformisme, encouragé par les réseaux sociaux. Mon intuition, puis il y a des recherches qui montrent cette réalité-là, c'est qu'on réagit beaucoup à l'émotion sur ces choses-là. Par exemple, on voyait que les fausses nouvelles se propagent plus rapidement que les vraies. Les gens sont amenés à réagir très très vite. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Une espèce de vitesse de réaction. Alors, les nouvelles circulent, et clac, clac, on retweet, on renvoie, on réagit instantanément, on ne prend pas toujours le temps d'arrêter. Moi, je suis formé en philosophie, je vais vous en raconter une, si vous me permettez. Probablement que le plus austère des philosophes en Occident s'appelle Emmanuel Kant. Si vous avez fait étudier en philo, c'était la chose la plus terrifiante de lire la critique de la raison pure. Bon, c'est un livre extrêmement difficile, c'est un philosophe très austère. Mais à un moment donné, il a donné des cours sur l'éducation, sur la pédagogie. Et une des choses qu'il disait, je racontais ça à mes étudiants qui s'en allaient dans l'éducation, ça les faisait un peu marrer, mais ils trouvaient que c'était pas bête non plus. Il disait, on n'envoie pas les enfants à l'école d'abord pour qu'ils apprennent des choses, mais pour qu'ils s'assoient sans bouger et qu'ils écoutent. C'est comme mettre un frein d'arrêt à nos pulsions qui nous envoient partout. Et j'ai le sentiment parfois qu'avec les réseaux sociaux, Internet, etc., ces pulsions-là sont réactivées. Et on réagit instantanément, on va très vite. On devrait s'arrêter et prendre le temps de penser. Il y a des indices qui montrent ça. Permettez de donner un petit truc d'autodéfense intellectuelle, 3 là-dessus. C'est assez amusant parce que vous m'avez posé une excellente question. Et il y a une étude qui a été faite il y a 1 an et demi à peu près. Je vous donnerai la référence si vous l'écrivez plus tard, mais faites-moi confiance à ça. Une étude qui a été faite où ils ont montré un vrai site Internet sérieux sur un sujet et un site complètement faux, bidon. Et là, ils montraient ça, par exemple, à des étudiants du secondaire. Les étudiants du secondaire tombaient dans le panneau et ils pensaient que le faux site, c'était des vraies affaires et c'était important. Ils trouvaient que les étudiants du collège aux États-Unis, eux aussi, tombaient massivement dans le panneau. Ils trouvaient que les étudiants de l'université tombaient aussi dans le panneau. Et là, ils se sont demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Évidemment, une chose qu'on peut faire, c'est enseigner la pensée critique, donner un cours d'autodéfense intellectuelle dans les nouveaux médias, c'est possible. Mais il y a quelqu'un là-dedans, dans cette recherche-là, qui a eu le coup de génie suivant. Il a dit, on va aller voir ce que font, vous êtes dans les médias, vous connaissez ça, les fact-checkers en information. Alors, les grands médias d'information aux États-Unis ont des gens dont c'est le métier de vérifier les informations. Ils se demandent comment ils font, eux autres, sur Internet. Savez-vous comment ils font? Vous voyez les trucs qu'ils font. Une chose qu'ils font d'abord, c'est que quand ils cherchent sur un sujet sur Internet, dans Google, ils ne cliquent jamais sur les premiers liens. Ils prennent le temps de lire les cours descriptifs sur 2 ou 3 pages avant de décider de cliquer sur un lien. Deuxième chose qu'ils font, c'est quand ils ouvrent un lien sur un sujet donné, immédiatement ils ouvrent un lien pour faire une recherche sur le lien. Si les gens qui se sont fait avoir avaient fait ça, ils auraient découvert que le site où ils allaient, où on disait c'est une bien mauvaise idée que d'augmenter le salaire minimum, il était payé par des entreprises qui sont contre la hausse du salaire minimum. Ils l'auraient su instantanément. Et la troisième chose qu'ils font, qui va vous surprendre, parce qu'on dit le contraire à nos étudiants, mais vous allez voir comment ça marche, ils leur disent, ces fact-checkers-là, ces checkers de fait, vont sur Wikipédia. Alors là, vous allez dire, ça n'a pas de sens parce qu'on dit à nos étudiants de ne pas aller sur Wikipédia. Mais savez-vous où ils vont sur Wikipédia? Sur les pages de discussion des articles. Et c'est là qu'ils apprennent des choses qui sont débattues. Alors voilà des trucs. C'est intéressant. Et si on revient à l'aspect davantage du langage, il y a eu toute une époque où justement le commentaire était limité à nos cercles fermés, nos familles, nos collègues de travail, la taverne un vendredi soir. Alors aujourd'hui, il y a une facilité
de commenter, entre autres sur les réseaux sociaux, dans les publications Facebook de certains médias. Moi, je suis toujours estomaqué de voir la rapidité, la virulence aussi de certains commentaires, le caractère répétitif de certains commentaires ou de certains arguments. Donc, il y a une facilité pour la personne chez elle qui commente, qui a la possibilité d'exprimer son opinion, peu importe ce sur quoi elle est basée. Mais quelle importance revêt dans ce cas-là, où on donne accès au public à notre propre opinion, de le faire dans une langue correcte, dans une langue qui rend crédible le propos? Je vais revenir sur votre question. Je vais ajouter un petit point auparavant. C'est qu'en plus de tous les facteurs que vous avez énumérés, je soulignerais le fait qu'il y a des formes de conformisme nouveau qui apparaissent sur ces nouveaux médias-là. C'est-à-dire que vous donnez une opinion, telle chose est absurde, et bien, la personne qui vient après vous dit, elle aussi, c'est absurde, et tout le monde pense. Et à la fin, les gens emploient des grands mots parce qu'on a été conforté toujours dans notre opinion par des gens qui pensent exactement comme nous. On appelle ça des espèces de bulles de signification. Et je pense que ça contribue aussi à augmenter la virulence dont vous parlez. C'est pourquoi je pense que c'est important aussi d'écouter d'autres, parce qu'on est enfermé dans ce réseau-là, dans des points de vue qui sont toujours les mêmes et qui se répètent, vous savez. Et ça, c'est extrêmement pernicieux et extrêmement dangereux. Il y a une expérience de psychologie sociale, je ne donne pas les chiffres, mais faites-moi confiance, c'est vrai. On met ensemble aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, on met ensemble des gens qui pensent qu'on devrait punir les gens qui fument du pot. OK? Ces gens-là commencent à discuter et la plupart d'entre eux pensent que les gens qui fument du pot, on devrait leur donner une amende. Certains disent qu'il y aura une petite peine de prison. Mais quand on laisse ces gens parler qu'entre eux, qu'est-ce que vous pensez qui se produit? Ils finissent par dire on devrait les mettre en prison pendant 2 ans, puis c'est quasiment la peine de mort qui arrive. Je vous jure que c'est exact, c'est exactement ce qui se produit. Et ce phénomène-là de néoconformisme, encouragé par les nouveaux médias, est selon moi une des sources du phénomène que vous avez décrit. Et pour réagir à ce que vous avez dit encore une fois, qui est très juste, quand je pense qu'on assiste à ça, je pense qu'une des manières de se prémunir de ça, ça serait de lire des gens qui pensent des opinions différentes des nôtres. Et pour le reste, je pense qu'on aurait intérêt à se rappeler d'une forme d'éthique de la discussion. Vous savez, si je refaisais le petit cours d'autodéfense intellectuelle aujourd'hui, je ferais un chapitre sur les nouveaux médias, avec des choses comme celles dont je viens de vous parler. Et je crois que je développerais plus longuement que je l'ai fait l'idée de l'éthique de la discussion. Et ça suppose de penser qu'on peut avoir tort, on peut avoir une opinion arrêtée sur un sujet donné, mais il se peut que ceux qui ne pensent pas comme nous aient peut-être des points de vue qu'on mériterait d'entendre. Et ça, c'est la base même de la conversation démocratique, du débat, que d'être capable d'entendre. Moi, ce que j'aime employer comme formule, je l'emprunte à Prévert, c'est une montre arrêtée marque quand même l'heure juste 2 fois par jour. Et quelqu'un qui ne pense pas comme nous, qui est en désaccord avec nous, sur certains points, il se pourrait qu'il ait raison, et il se pourrait que ce que cette personne-là dit encourage. Et ça, c'est l'éthique de la discussion. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à modifier, par exemple, le cursus scolaire pour inculquer ça autrement que dans les cours de philosophie, peut-être plus jeune, au-delà de d'écrire des textes d'opinion, est-ce qu'il y aurait lieu d'inculquer ça dès le bas âge? Dans les années 60, aux États-Unis, il y a un monsieur qui allait enseigner la philosophie dans une grande université. Et il se désolait de voir que ses étudiants en philo, pourtant, étaient si peu bons à l'art de la discussion, à la pensée critique, au dialogue, à l'écoute d'autrui. Et ce monsieur-là, qui s'appelle Lippmann, a créé dans les années 60 un mouvement qui s'appelle Philosophy for Children, philosophie pour enfants. On en a au Québec de plus en plus. Moi, j'ai été longtemps sceptique, critique. Mais je vous avoue qu'il y a des travaux de recherche crédibles maintenant en Grande-Bretagne, notamment dans les recherches que j'ai vues, où on montre des effets profondément bénéfiques du fait de commencer à développer la pensée critique, l'esprit critique. Et là, si on ne veut pas dire vous allez être capable de discuter de la mécanique quantique en secondaire 3, c'est pas ça qu'on a en tête. Mais ce qu'on a en tête, c'est de développer des habitudes de pensée, excusez le vieux mot qu'on emploie aujourd'hui, mais des vertus intellectuelles. Je vais écouter ce que tu as à dire sérieusement, je vais le prendre au sérieux, je vais exprimer le plus poliment possible mon argument comme un argument qui n'est pas une attaque contre ta personne, mais une tentative pour essayer de voir. Vous voyez ce genre de vertu d'écoute attentive, de réponse qui est respectueuse de l'argument, de centrer des idées sur l'argument et non pas sur la personne. Ces choses-là sont développées
dans des espèces de communautés de recherche et de discussion. Et on voit apparaître ça au Québec. Il y a des gens qui enseignent le cours éthique et culture religieuse, qui font ça dans leur cours. Il y a des gens qui prônent ça dès le primaire. Et il y a quelque chose là qui est intéressant. Ne serait-ce, vous savez, que pour développer, encore une fois, excusez le vieux mot, mais c'est vertus. Ce sont des vertus éthiques, ce sont des vertus intellectuelles, pour parler comme le vieil Aristote, et c'est quelque chose de très important. Écoutez, je pense que la table est mise. J'aurais d'autres questions, mais je pense que le but de l'activité de ce soir, c'est aussi de favoriser l'échange, la discussion. Alors, spontanément, est-ce que quelqu'un souhaiterait se lancer, poursuivre sur les pistes de discussion qui ont été amorcées ou aborder carrément d'autres sujets? Je vous le dis, c'est un homme qui est capable de parler de plein de choses. Je ne sais pas si on allait dans la botanique ou la... je ne sais pas si on peut dire ça. Ah oui, oui, tout à fait. Mais allez-y, sentez-vous. Christian Bouchard, qui fut mon prof de philo d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Je vais peut-être jeter un pavé dans la mare. C'est extrêmement difficile pour n'importe quel citoyen de faire preuve de cette éthique de discussion. Imaginez maintenant lorsqu'on est une organisation. Je pense par exemple à la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. À titre d'exemple, comment peut-on entendre un point de vue différent du sien, avoir cette écoute attentive? Je dis ça parce que je l'ai sous les yeux, mais je pourrais le dire de n'importe quel type d'organisation, parti politique, etc. Comment en arriver à maintenir cette éthique de la discussion en même temps qu'on milite pour une cause? D'abord, je ferai une distinction, si vous permettez, je ne sais pas si vous allez l'accepter, mais entre un groupe particulier militant pour une cause particulière et un citoyen qui s'inscrit dans l'espace public avec la volonté de délibérer. Alors, pour ce qui est du citoyen avec la volonté de délibérer, je rappellerai ce que j'ai dit tantôt, hein, on devrait pratiquer cette éthique de la discussion, on devrait être ouvert. Pour ce qui est des groupes militants, c'est une bonne question. Et il y a peut-être des éléments dans l'actualité qui rendent encore plus présent la question que vous avez soulevée. Par exemple, moi j'ai été très frappé au Québec depuis quelques mois, et le phénomène se répand aux États-Unis, au Canada anglais, en Angleterre, en France, par des universitaires qui veulent interdire la parole à des propos qu'ils n'aiment pas. Alors là, ici, on est, quand on discute de la citoyenneté, on est dans la liberté d'expression, qui est une chose extrêmement importante, mais quand il s'agit de l'université, on est dans la liberté académique. Et là, c'est peut-être un cas d'espèce de ce que vous avez soulevé. Vous avez un groupe d'étudiants ou d'étudiantes qui défend telle ou telle cause, au nom de la défense de cette cause-là, ils refusent de laisser des gens qui pensent différemment s'exprimer. J'ai fait un livre récemment qui s'appelle « Liberté surveillée », qui traite de ça et qui s'oppose à ça au nom de quoi? Au-delà de l'éthique de la discussion, ce que j'invoquerais en réponse à votre question, c'est un argument d'un philosophe épistémique. On recherche la vérité. Le but de l'université, c'est, entre autres choses, la recherche de la vérité. Et ça suppose d'entendre des points de vue différents. Et là, encore une fois, je fais valoir les arguments que j'ai développés tantôt, à savoir l'argument de Prévert. Il se pourrait qu'on pense très sincèrement que, je vais donner un exemple dans un domaine qui n'est pas le mien, on me corrigera, là, mais la synthèse du néo-darwinisme qui a été faite à partir du 20e siècle, c'est la fin en matière de biologie évolutionniste. Mais il y a des gens qui remettent ça en cause pour toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui posent des questions. On doit les entendre. On doit les entendre au nom de la vérité. Et je crois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais même dans les milieux militants, on devrait avoir cette espèce de décence, d'au moins soupçonner qu'il se pourrait vous comprenez qu'on n'est pas entièrement tort. Je remercie la personne qui m'apporte une objection parce qu'elle m'encourage, elle m'aide à voir plus clair dans ce que je pense. Vous êtes philosophe, vous connaissez probablement le philosophe anglais John Stuart Mill qui a écrit De la liberté, qui est probablement le classique des classiques sur cette question-là. Mais il disait, et je pense qu'il a raison, si vous n'avez jamais défendu votre position face à quelqu'un qui ne pense pas comme vous, vous ne savez même pas ce que vous pensez. Et il a raison là-dessus. Autre question? Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Vallargeon, vous êtes un peu dans l'éducation également, ça vous intéresse énormément. J'aimerais connaître votre avis sur le fait qu'il y a très peu de culture du débat au Québec. Si vous prenez par exemple les grandes chaînes de télévision, il n'y a pas de plateau où on va parler pendant une heure d'une problématique importante pour notre société. Est-ce que c'est relié à l'éducation ou il y a d'autres facteurs à cela? C'est une très bonne question, puis je me suis dit, si je me penche, il y a une lumière qui m'aveugle, en tout cas, peu importe. Vous savez, on a souvent dit, moi-même j'ai dit, puis c'est un peu une caricature, puis un peu facile, c'est que
Les Français, de France, là, ils ont l'art du débat, ils vont parler très solide, s'engueuler, puis sourire après, puis c'est tout oublié. Alors que nous, les Québécois, on est beaucoup plus sensibles, on n'ose pas s'aventurer sur ce terrain-là. Si quelqu'un nous conteste, on va leur tenir le restant de nos jours, etc. J'ai eu le sentiment, ce n'est qu'un sentiment, monsieur, mais que depuis quelques années, ça a changé. On est plus ouvert au débat. Par contre, je trouve que vous avez raison, il y a moins de débats, moins d'ouverture au débat. En ce moment, par contre, je pense que c'est Télé-Québec qui vient d'avoir une émission de débat qui s'annonce comme deux débats. On verra ce que ça va donner. Il y a le souci de discuter et de débattre. J'avance encore l'argument que j'ai invoqué tantôt, tu comprends? Ce qui motive la capacité, ce qui nourrit la capacité à avoir des débats, c'est la conviction qu'on ne détient pas la vérité. Et ça, pour l'avoir, il faut avoir une culture suffisamment large. C'est pour savoir que des gens ont pensé autre chose. Des gens pensent encore autre chose. Cette idée-là nous apparaît absolument banale, courante, et s'imposer aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps autre chose. L'histoire est très importante de ce point de vue-là. Et je pense que l'augmentation du niveau d'éducation est un facteur d'élargissement culturel, qui est aussi un facteur d'acceptation des débats. Parce que c'est presque un symbole, hein, un résumé, un archétype d'une société dogmatique qui ne peut pas vouloir débattre, et souvent des sociétés sclérosées ou ancrées vers le passé, ou refusant toute innovation, sont des sociétés où on débat beaucoup moins. Le Québec des années 30, 40 ou 50 débattait beaucoup moins que le Québec d'aujourd'hui. Donc on a quand même fait des progrès. Moi, j'ai l'impression que, s'agissant du débat, on n'avance pas vraiment au Québec. Je pense que, sincèrement, nous sommes en train de reculer depuis plusieurs années déjà. Je sens s'installer une certaine peur. Je sens s'installer aussi une forme d'autocensure, une forme de censure par rapport à des problématiques comme la religion, comme les religions des minorités, comme l'immigration, comme l'identité, et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas comment en sortir. J'ai beau y penser, ça me paraît suffisamment grave pour que nous puissions avoir une réflexion collective. Donc j'aimerais savoir, Normand, si, évidemment, toi, tu as certainement dû réfléchir à ceci. Et une autre question, vis-à-vis de cette histoire du consensus, de l'obsession du consensus. En réalité, il y a des sujets où, évidemment, il n'y a pas une vérité. Mais il y a des sujets, il arrive qu'il y ait, oui, une vérité. Et ça, on a tendance à ne jamais le voir. On a toujours tendance à dire que la vérité, c'est la moyenne de l'ensemble des postures qui existent. Or, il n'y a rien de plus faux. 1 plus 1 égale 2, certes, ce sont des sciences exactes, mais aussi en sciences humaines, il arrive qu'il y ait de très très larges consensus. Or, depuis quelques années, nous sommes dans une espèce de relativité s'agissant des opinions, comme si toutes les opinions se valaient. Tu es d'accord avec ça, Mme? Merci beaucoup. Je vais répondre longuement, mais effectivement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. La première chose, c'est que je pense que les deux points de vue, je pense, sont compatibles là-dessus. Dans la longue durée, depuis 50 ans, le Québec s'est avancé dans la capacité de débattre, le niveau d'instruction a augmenté. Mais moi aussi, j'ai constaté, comme vous, hein, qu'il y a des lieux, il y a des sujets, il y a des objets de discussion sur lesquels la discussion est devenue de plus en plus difficile, à tel point que, vous savez peut-être, j'ai fait un livre sur cette question-là, un livre qui s'appelle « Liberté surveillée », où une dizaine de personnes traitent de la difficulté de parler de certains sujets, y compris, je le rappelle, à l'université, ce qui est absolument scandaleux. Donc, les deux mouvements sont réels, à mon avis. Il y a eu une augmentation depuis une cinquantaine d'années. En ce moment, il y a des crispations qui m'inquiètent énormément et m'inquiètent suffisamment pour que j'ai décidé de faire un livre sur cette question-là. Pour l'autre question, je tiens à dire que je suis un rationaliste convaincu, moi. Donc, je ne pense pas que tout est discutable. Je sais parfaitement bien que les gens qui pensent que les vaccins causent l'autisme se trompent. Les gens qui pensent que la Terre est plate sont dans l'erreur. Donc, je suis absolument opposé à ça. Maintenant, entre les deux, il y a des objets qui sont objets de discussion
et qui, au Québec, je serais d'accord avec vous pour dire, aujourd'hui, il est devenu extrêmement difficile de parler de certains de ces sujets. La laïcité en est un exemple, l'islam en est un autre, la religion en est un autre, la théorie du genre en est un autre. C'est des sujets qui sont devenus extrêmement difficiles à aborder. Je pense quand même que ce qu'il faut faire, c'est en appeler aux échanges, mais des choses que je rappelais dans le discours d'autodéfense intellectuelle sont parfaitement observables là-dessus. Par exemple, vous savez, il existe un tel truc qui s'appelle un effet minorant ou un effet majorant. C'est la capacité d'utiliser le langage pour dénigrer quelque chose. Hein. Je vais prendre un exemple tout à fait banal. Je peux parler au sens neutre de ma voiture, mais je peux parler d'un bolide en glorifiant la chose en question. Je peux parler d'un bazou pour le dénigrer. Mais en ce moment, sur les débats sur la laïcité, ça m'a énormément frappé de voir comment les gens s'insultent mutuellement, très facilement, sans vouloir écouter les arguments des autres. Et je vous rejoins tout à fait là-dessus. Et ça me paraît malsain. Encore une fois, je le répète, au point où j'ai tenu à faire un livre sur cette question-là, parce que ça m'apparaît dangereux. Merci beaucoup, Jemina Benhabib. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Ce matin, on a lancé un pavé dans la mare avec la loi sur la laïcité. Pouvez-vous nous partager éventuellement votre réflexion à ce sujet-là? On ne pouvait pas passer à côté. Non, je n'ai pas lu la loi, j'en ai entendu des bribes à la radio. Je suis si je devais qualifier rapidement ma position, je suis un défenseur d'une forme de laïcité républicaine au Québec. Je tiens à dire aussi que ce n'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau aujourd'hui. Je sentais venir les débats sur la laïcité au Québec en 2009. Et j'ai organisé à l'université un colloque qui a eu lieu en 2009-2010, je ne me rappelle plus, qui a été publié en livre, vous le trouvez ici, je l'ai vu ici tantôt, il s'appelle « Le Québec en quête de laïcité ». Et dans ce livre-là, pour faire ce livre-là, pour ce colloque-là, j'ai fait venir des gens qui étaient des partisans de la laïcité ouverte, des gros noms de cette position-là, et des gens qui étaient plutôt partisans de la laïcité républicaine, le mouvement laïque québécois, Daniel Barry, des gens comme ça. J'ai attentivement écouté, enregistré le débat, édité le livre. Et je suis, depuis ce jour, parce que je pense que c'est la meilleure position, un défenseur de la laïcité, pour faire court, républicaine. Et je pense que, je n'ai pas vu le projet de la CAQ, ça s'approche de ça, mais il y a des choses que je déplore encore personnellement, si vous me permettez de le dire. Je n'ai pas vu le projet. Alors, si quelqu'un me dit demain tu t'es trompé de la chambre, je n'ai pas lu. Mais on annonce par exemple que l'interdiction de port de signes religieux chez les enseignants ne s'appliquera pas aux privés. C'est une catastrophe. C'est les écoles privées sont subventionnées au Québec. Alors, comment on peut créer un double langage sur cette question-là? Ça m'apparaît aberrant. On a sorti le crucifix de l'Assemblée nationale. Vous trouverez des textes de moi de 2012-2013 où j'explique qu'on ne peut pas voter une loi sur la laïcité sous un crucifix. Donc ça, c'est une bonne chose à laquelle j'applaudis. Qu'est-ce qu'il y aurait aussi dans ce dossier-là? Je pense, et je quitte à choquer des gens, qu'on ne doit pas, dans un État laïque, subventionner les écoles privées religieuses. Ça n'a aucun sens. On doit imposer aux écoles de suivre le régime pédagogique avec tout ce qui s'ensuit des écoles publiques. Et idéalement, on devrait remettre en question le financement des écoles privées. Voilà des choses dont je suis persuadé. Et l'inévitable collision entre cette nouvelle loi-là et la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, par exemple? C'est pas seulement, je pense, la Charte canadienne des droits et libertés de la question, mais c'est la Charte québécoise également. Et donc, ils ont employé une clause dérogatoire pour 5 ans. Encore une fois, il ne faut pas faire un drame trop avec ça, vous le savez, il y a plusieurs fois depuis des années, une trentaine de mémoires, où le Québec a utilisé la clause dérogatoire pour toutes sortes de choses, mais il reste qu'il y a un combat juridique sur lequel je ne suis pas compétent de me prononcer qui s'annonce. J'ai hâte de voir venir. Merci M. Giroux, pour votre question. Ne vous sentez surtout pas gêné, timide, intimidé. Là, on est ici pour discuter. Michel Matteau. Bonjour Martin, merci, félicitations. Merci. Approche-toi du micro. Oui, un sujet qui me tient à cœur, c'est l'environnement. Oui. On a vraiment un problème de débat dans ce secteur-là. Je crois qu'il y a des évidences. Puis d'un côté, il y a des gens qui ne savent pas voir les évidences. Puis de l'autre, il y a des gens on est obligés, je pense, les gens qui veulent défendre l'environnement sont obligés de se braquer. Parce qu'il n'y a pas d'écoute de l'autre côté. Comment on fait pour avoir un dialogue qui est constructif, qui est positif dans cette situation?
Deux remarques, si vous permettez, parce qu'on parle du langage, c'est quand même important de situer ça en prélude à la réponse que je vais vous donner. C'est que dans notre société profondément inégalitaire, où il y a des gens excessivement riches et des gens très pauvres qui stagnent, les sociétés extrêmement riches pèsent très lourd dans le débat public. On souhaiterait un débat transparent où on peut discuter, mais dans le débat public que nous avons en ce moment au Canada, mais aussi aux États-Unis et ailleurs sur le réchauffement climatique anthropique, il y a des instances, des entreprises privées, les frères Koch, je ne sais pas si vous les connaissez, quelqu'un connaît ça? Aux États-Unis, il y a deux frères multimilliardaires qui s'appellent les frères Koch, et vous vérifiez partout, vous allez trouver ça. Ils financent à coût de millions de dollars toutes sortes de think tanks, de groupes, d'universités, dans le but de diffuser l'idée selon laquelle le réchauffement climatique anthropique n'existe pas, ou alors qu'il n'est pas causé par les humains, ou alors que c'est pas si grave qu'on nous le dit, ou alors que si c'est grave, si c'est causé par les humains, la science va le résoudre, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez, ça détourne le langage. Croyez-le ou non, pour des gens comme ces gens-là, que vous connaissez peut-être, on les appelle parfois climato-sceptiques ou climato-négationnistes, parce qu'ils nient carrément. Croyez-le ou non, il y a un mot nouveau qui est inventé pour les désigner. On les appelle les dénialistes. Des gens qui essaient de nier l'évidence scientifique, un peu comme ceux qui disent que la Terre est plate, mais c'est les dénialistes. Et donc ça, vous comprenez que ça pèse très lourd dans le débat, parce que ça diffuse dans la société des idées qui manifestement sont fausses. On rejoint Mme Benhabib avec sa remarque de tout à l'heure, c'est manifestement faux et c'est présent. Maintenant, quoi faire? Je n'ai pas plus de réponses que vous le comprenez bien, mais moi, je suis ami et j'aime beaucoup Dominique Champagne. Et Dominique a lancé quelque chose. C'est imparfait nécessairement, il savait en commençant Dominique qu'on lui disait que c'est imparfait. Mais là, il y a une forme de prise de parole de la société civile qui met comme enjeu quelque chose d'important, et je pense que Dominique a fait un beau geste en faisant cette chose-là. Ce sont des initiatives comme celle-là, je pense, qui vont soulever le débat. Je veux juste lancer une sous-question. Oui. On parle des regroupements, il y avait un philosophe tantôt qui en a parlé, mais le discours, quand on est avec quelqu'un, on veut lui partager dans un sens nos inquiétudes par rapport à ces sujets-là. Comment on peut faire un dialogue qui est constructif, qui est serein jusqu'à un certain point, même si on sait que la personne devant nous est vraiment contre ce qu'on va dire? Vous savez, vous êtes aussi bon que moi, je suis sûr là-dessus, pour faire ça. On respecte la personne, on essaie de donner des arguments, on s'approche d'elle, on écoute sérieusement ce qu'elle a à nous dire. On est dans un salon du livre. Une des choses qu'on peut faire aussi, c'est de passer un bon livre à cette personne-là. La littérature, les écrits scientifiques restent des bons outils pour convaincre les gens. Il y en existe. Moi, je suis un avide lecteur de littérature sceptique. Aux États-Unis, il y a une revue qui s'appelle Skeptic. Et dans la revue Skeptic, vous avez des argumentaires pour discuter avec ces questions-là. La même chose est reprise sur l'équivalent québécois de la revue américaine Skeptic, ça s'appelle Québec Sceptique. Je ne sais pas si vous connaissez, ils ont un site internet, allez le voir. Et dans Québec Sceptique, ils ont développer des argumentaires pour discuter avec des gens qui, par exemple, croient que de faire vacciner ses enfants, ça leur donne l'autisme. Alors, vous allez avoir un argumentaire. Vous allez parler à cette personne-là en disant ça, elle va vous répondre ceci, vous avez ça comme réponse. Donc, il est possible même de trouver des argumentaires sur ces questions-là, et je pense que ça peut rendre service. Mais ça, c'est inoculer une connaissance plutôt que de favoriser son développement. Oui, mais c'est quand même de semer un germe de qu'est-ce qui va arriver, puis c'est aussi une façon de répondre à des arguments qui sont parfois mal fondés parce qu'ils ont été appris sur YouTube. On voit une corrélation en ce moment, l'affirmation que la Terre est plate. Vous savez, moi j'ai écrit un article là-dessus dans Québec Science il y a un an à peu près. Là, je rappelais, on parlait tantôt de biologie, là, le co-découvreur de la théorie de l'évolution s'appelle Alfred Wallace. Vous connaissez peut-être son nom. Darwin a découvert l'évolution, Alfred Wallace en même temps que lui. Ils ont été en correspondance. À un moment donné, Wallace a manqué d'argent puis il a voulu faire un défi à quelqu'un qui pensait que la Terre était plate. Okay? Et là, il a présenté une expérience de fait. Vous avez lu ça, ça vous amuse. On voit comment, quand on est pris dans un système de pensée conspirationniste ou dogmatique comme celui-là, il est extrêmement difficile d'en sortir. Vous avez raison de souligner cette difficulté-là. Je pense que les argumentaires de Québec Sceptique pourraient vous amuser. Merci. Madame Benhabib. Oui, par rapport au cours d'éthique et de culture religieuse, donc je sais que vous avez aussi beaucoup écrit là-dessus.
Quel est votre avis? Où en sommes-nous? Doit-on demander la suppression de ce cours ou bien, je ne sais pas, en inventer un autre? Merci de nous éclairer. Il y a quelques années déjà, avec Daniel Barry, on a fait un livre sur le cours éthique et culture religieuse. Et ce que le livre essaie de montrer, bon, toute bonne foi, moi, je dois dire ça. Le cours éthique et culture religieuse a comme un de ses principaux penseurs un philosophe québécois qui était mon collègue à l'UQAM et pour qui j'ai un immense respect comme personne. Maintenant, je pense que ce cours-là était une erreur. Je suis persuadé de ça. Et qu'un des éléments qui rend ce cours-là problématique, c'est qu'il aborde la question religieuse dans une perspective d'acceptation inconditionnelle et sans recul critique sur les religions. Alors, si on voulait, par exemple, enseigner le fait religieux à l'école, il devenait nécessaire d'enseigner aussi l'athéisme, l'incroyance, la critique des religions, le blasphème, l'agnosticisme, etc. Vous comprenez que l'ensemble, et on n'a pas fait ça. On a fait un choix de donner un cours qui adopte une perspective acritique devant le fait religieux, dans une perspective qui renonce à toute perspective, ne serait-ce que minimalement critique sur les religions. Alors ça, je l'ai dénoncé il y a plusieurs années dans ce livre-là. Quoi mettre à la place? Eh bien, je regrette de vous informer, si vous ne l'avez pas lu, madame, que l'actuel ministre de l'Éducation a enseigné ce cours-là et il a dit qu'il était hors de question de le supprimer. Donc, on n'aura pas de suppression de ce cours-là. Ce qu'on devrait faire, je sais que sur le terrain, plusieurs profs le font, c'est introduire une dimension d'esprit critique dans ce cours-là. Il y en a qui le font avec la philosophie pour enfants, il y en a qui ne se gênent pas pour adopter une perspective plus critique. Mais je tiens à dire que dans le livre que j'ai dirigé avec Barry, il y avait des analyses qui étaient faites de manuels scolaires, et c'était profondément troublant ce qu'on pouvait lire là-dedans. Alors maintenant, est-ce que c'est une priorité, c'est discutable, d'initier les jeunes au Québec aux faits religieux? Sans doute que oui. Est-ce qu'on peut faire ça aussi dans les cours d'histoire, dans les cours de littérature? Sans doute que oui aussi. Est-ce qu'on doit y consacrer un enseignement particulier? Peut-être. Si on le fait, il est absolument nécessaire d'introduire des perspectives critiques sur le fait religieux, sans quoi le cours est biaisé. Et il n'est probablement pas nécessaire de le faire de la première année jusqu'au secondaire 5 à raison de je ne sais plus combien de temps par semaine. Il est probablement un peu excessif de consacrer à ça. Tu as gardé de la place pour un cours d'éducation à la citoyenneté, aux médias. Vous m'arrachez le mot de la bouche parce que c'était honnêtement une de mes propositions. Hein, c'est-à-dire que, pour être franc avec vous, dans le livre, j'ai écrit un chapitre « Peut-on enseigner la morale ?» qui est une maudite belle question philosophique. Non, mais est-ce qu'on peut enseigner la morale? Est-ce que ça s'enseigne, la morale? Et là-dessus, moi, si vous permettez, je vous dis tout de suite, je suis aristotélicien. C'est-à-dire que la morale, c'est quelque chose qu'on s'apprend en faisant. Tu deviens courageux en posant des bûchettes courageux, tu deviens ponctuel en étant ponctuel, c'est bon, etc. Ce qui fait que j'ai des sérieux doutes sur l'enseignement de la morale à l'école, tu comprends, à l'école primaire et secondaire. Maintenant, je suis ouvert à la discussion, mais je vous avoue que ce que je préconisais, moi, c'est l'éducation de la citoyenneté et le développement de la pensée critique. Et de nos jours, ça pourrait inclure le développement de la pensée critique face aux nouveaux médias, à Internet, aux réseaux sociaux, et ainsi de suite. Peut-être une dernière, hein, je pense que je vois filer le temps, là. Je vais me permettre de traverser l'Atlantique en France. Est-ce que vous suivez le débat des Gilets jaunes, des citoyens qui sont en train de une nouvelle révolution en France? Je veux une réflexion sur ça. Je suis d'assez près, peut-être pas d'aussi près que je devrais, parce qu'on est loin, mais ça m'intéresse évidemment beaucoup. Vous savez, moi je l'ai souvent dit et écrit et répété, une des choses qui m'inquiète dans le monde dans lequel nous vivons, c'est l'accroissement fulgurant des inégalités. Alors, j'ai répété ça souvent. En ce moment, le chiffre exact, je ne l'ai pas tout à fait, là, mais si vous prenez les 100 premières économies au monde, 60, 62 ne sont pas des pays, c'est des entreprises. Si vous prenez l'accroissement des fortunes de certains, la stagnation des salaires, la diminution du pouvoir d'achat de la majorité, il y a quelque chose de faramineux qui est en train de se produire. Il y a des fortunes extraordinaires, il n'y a pas de redistribution de la richesse. Je crois, vous me corrigez, mais ce à quoi on assiste en France, c'est une révolte populaire sur ça. C'est une révolte populaire sur l'inégalité, l'impossibilité pour un grand nombre de personnes de joindre les deux bouts. Le fait aussi, ça m'avait beaucoup frappé, c'est pas aux États-Unis, mais je vais vous le dire quand même, quand Trump a été élu aux États-Unis, il y a un sociologue qui a fait une vaste enquête au sud des États-Unis. Et une des choses qui me frappait, c'est que ces gens-là disaient « Le monde est devenu injuste. J'ai fait tout ce qu'on m'avait demandé de faire. J'ai travaillé fort, je suis allé aux études, je me suis occupé, et ça marche pas, et je réussis pas, et j'ai l'impression d'être volé. » Et ce qu'on sent en France chez les Gilets jaunes, c'est
un sentiment pareil qui naît, et on le comprend tout à fait, ce sentiment. On vit en analysant les faits, on a des valeurs, on a des espérances. Moi, j'ai jamais caché, depuis le temps que je suis dans l'espace public au Québec, que je suis un anarcho-syndicaliste. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un anarcho-syndicaliste? Je vais vous expliquer. En 2 minutes, si vous permettez, on ne connaît pas ce mot-là. Habituellement, on entend anarchiste, on dit il va poser une bombe, je m'en fous. Je suis un anarcho-syndicaliste. Voici ce qui se passe. Fin 19e siècle, début 20e siècle, les anarchistes en Europe ont compris que le changement social ne se ferait pas d'un coup comme ça, puis comme ils l'avaient pensé auparavant. Ils ne voulaient rien savoir des communistes, contre lesquels ils étaient en combat constant. Et ils ont dit, on va rejoindre le mouvement syndical. Et en rejoignant le mouvement syndical, on va viser 2 choses distinctes. La première, à l'échelle du pays, en France par exemple, on va réunir les gens selon leur profession. Ils vont appartenir à un syndicat, le syndicat des plombiers, le syndicat des enseignants, le syndicat, mettez ce que vous voulez. Et on va défendre les intérêts de ces gens-là pour l'avenir. Meilleures conditions de travail, diminution des heures de travail, protection sociale, etc. On va le faire ça. Mais si on fait que ça, on accepte que quelqu'un ait le droit de nous le donner. Puis nous, on ne veut pas de ça. On veut changer la société en profondeur. Ce qui fait qu'à l'échelle de la région, en Mauricie, tous les gens qui sont syndiqués dans toutes sortes de syndicats, ils vont appartenir à un seul organisme, toutes les professions, qui, elle, n'aura pas pour but de défendre les intérêts des travailleurs à court terme, mais de préparer la transformation de la société. Et si vous allez en France ou en Europe, vous allez voir les bâtiments qu'à coût de 10 cents, ces gens-là se sont payés. C'est écrit à l'entrée de ça, je suis toujours ému quand j'en parle, bourse du travail. Une bourse du travail, c'est un endroit où on préparait la transformation sociale. Et on la préparait comment? En s'assurant de l'autogestion. C'est les travailleurs qui contrôleraient les usines. Et moi, je suis encore un partisan de ça. De l'autogestion, des bourses du travail et de la transformation de la société par ce double mouvement-là. On défend les intérêts des travailleurs au jour le jour, dans les conventions collectives, mais on a un endroit qui s'appelle la bourse du travail. Vous savez ce qu'il y avait là-dedans? Des cours du soir universitaires donnés aux gens. Le grand théoricien des bourses du travail, de l'anarcho-syndicaliste français, il s'appelait Pelloutier, Ferdinand Pelloutier, disait « Il faut donner à l'ouvrier la science de son malheur. Il faut donner aux gilets jaunes la science de son malheur. Il faut que les gens, non seulement comprennent ce qui ne va pas, mais ils voient des avenues de sortie. Il faut préparer dès aujourd'hui la société de demain. Et la bourse du travail servait à faire ça. On a oublié ça, on a effacé ça de l'histoire. Et ça existait. Il y avait des millions de personnes dans les bourses du travail. Maintenant, merci, on sait c'est quoi un anarcho-syndicaliste. Avant ça, le seul mot commençant par anarcho qu'on connaissait, c'était le panda, anarcho-panda, voilà. Bonsoir. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter davantage du financement privé qui est de plus en plus actif dans nos universités? Ça va avoir l'air d'un coup monté, mais je vous assure, j'ai fait un livre. D'abord, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous allez Avant de quitter l'université, j'ai fait un livre sur l'université, disant mon inquiétude face à ça. Je ne suis pas le seul à être inquiet, pas besoin d'être révolutionnaire pour être inquiet de ça. Hein. Quand on voit, par exemple, dans d'autres pays, mais ici aussi, des entreprises privées financer des recherches et s'appropriant les résultats et décidant que, OK, le résultat est bon, on fait notre affaire, on le publie. On ne fait pas notre affaire, on le garde. Ça, c'est profondément troublant. Quand on voit en ce moment, le gouvernement a annoncé aujourd'hui une commission d'enquête sur les pesticides. Mais il ne touchera pas à la question de savoir les compagnies de pesticides, comment ils payent en bonus les gens qui les vendent. Ça n'a pas de bon sens de refuser ça. Et donc ça touche profondément à l'idée de conversation démocratique, de vérité, de débat. On doit s'inquiéter de ça. Le titre de mon livre, quand j'ai écrit juste avant de partir de l'université, s'appelait « Je ne suis pas une PME ». Et je ne suis pas une PME, vous comprenez? Dans le sens que le financement de la recherche, c'est une chose extrêmement importante. Il y a des gens qui ont besoin de financement pour faire de la recherche, il est nécessaire. Mais le financement privé, avec tout ce que ça peut impliquer parfois, c'est profondément troublant. C'est profondément troublant. Bien. Sur ces belles paroles. Ben, je vous remercie. Mais merci Normand Vaillant. Je pense qu'on peut le remercier. Merci de cette générosité. Merci aussi de votre présence enthousiaste dans le cadre du Salon du Livre. Je ne ferai pas sa bibliographie
exhaustive, parce que vous avez vu, il a écrit des livres sur à peu près tout. C'est plus récent, par contre, L'Esprit en marche, pour approfondir le quotidien, aux éditions Essai libre. Il en a parlé aussi, Liberté surveillée, c'est chez le MEAC, c'est un collectif. Également, les écrits sur l'éducation, qui est un recueil Bertrand Rochelle, mais vous y avez participé aussi. Alors, si vous vous promenez dans le salon, il y a de fortes chances que dans à peu près tous les kiosques, vous retrouverez, sauf peut-être à la courte échelle. Là, où, C'est mon rêve d'écrire un livre pour enfants, mais je pense que c'est bon. Bon, ben... Eh bien, bonsoir. Ben, j'ai la tâche de vous remercier, mais aussi de remercier M. Baillargeon pour votre savoir, votre jugement, disons ça un peu comme ça. Je voudrais féliciter Martin, José. Bonjour vous. Ta directrice. Mais écoutez, suite à ce que je viens d'entendre, j'aurais quasiment le goût de faire une rétrospective en 30 secondes de la Mauricie. Je viens de la Mauricie. Je suis né ici. Et ce que je m'aperçois, c'est que on n'a pas une grosse culture de débat en Mauricie. On a beaucoup de discours convenus, de belles phrases. Et quand c'est le temps des élections, ben, on va se tirer quelques roches. On va enlever des pancartes de l'autre. Mais on ne fera pas de débat. Il n'y a pas de débat en Mauricie. En tout cas, il n'y a pas d'espace où on peut exercer notre lieu de débat. Je regarde Marie-Annick, ils se sont essayés là, avec Vision Zéro, ils essayent des affaires, c'est fort intéressant. Mais je pense qu'il faut approfondir, effectivement. Il faut se donner des moments pour réfléchir, approfondir les idées et non pas tout le temps travailler en rapport de force, mais travailler en débat. On disait comment une organisation qui a des objectifs peut à la fois faire des débats objectifs avec le pour et le contre. J'aurais tendance à vous dire qu'à la Société Saint-Jean-Baptiste, en 1840, quand ça a été formé, un des objectifs, c'était de rendre le monde meilleur. C'était quand même pas si pire. Mais effectivement, un des objectifs de la société, c'est de travailler à l'avancement et à la promotion de la culture québécoise. Et je pense qu'effectivement, on pourrait travailler là-dessus, sur la question de faire en sorte que... Et d'ailleurs, on travaille avec les librairies qu'on vient d'acheter. On a acheté une librairie Poirier. On vient d'ouvrir une librairie à Shawinigan. Et notre objectif, c'est effectivement de faire en sorte que nos librairies deviennent des lieux de débat. Donc, dans le fond, c'est un petit peu l'objectif qu'on veut se donner comme organisation, qui a comme objectif de faire en sorte que la société québécoise soit meilleure, de vous donner un espace de liberté et de débat. Je ne sais pas si on va réussir, on essaye un peu de temps en temps, mais on vous invite pour cela à aller visiter régulièrement notre site. Vous pouvez vous abonner, on va vous envoyer nos infolettes pour avoir une présence plus efficace. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup, M. Rousseau. Merci, Mme Baillargeon.